Bonjour, bienvenue en Basse-Normandie pour une émission exceptionnelle puisque nous avons installé nos caméras à Saint-Fulgent-des-Ormes, un petit village du Perche situé donc dans l'Orne. Où sommes-nous précisément? Première question. Eh bien, nous sommes ici aux confins de 3 départements, l'Orne bien sûr, mais aussi la Sarthe et l'Eure-et-Loire. Nous sommes à la croisée des chemins de 3 régions, la Basse-Normandie, les Pays de Loire et le centre. Saint-Fulgent-des-Ormes, c'est une commune de 163 habitants qui possède encore 2 commerces, une charcuterie tenue par une famille d'agriculteurs et un café, le Relais des Amis, véritable vestige d'une époque où les gens venaient se retrouver. Il y a encore quelques habitués, mais de moins en moins, on en parlera. Et c'est à partir de cet endroit un peu hors du temps, vous allez le voir, que nous avons choisi d'ouvrir le débat sur l'avenir de nos campagnes, alors que s'ouvre ce week-end à Paris le Salon de l'Agriculture. Quel type d'activité? Les fermes sont-elles aujourd'hui le dernier rempart avec ce que l'on appelle le désert rural? Un mot que les élus n'aiment pas, on leur demandera pourquoi, justement, dans quelques instants. Des thèmes que nous évoquerons dans ce numéro spécial de La Voix est libre avec Jean-Jacques Lerosier de Ouest France. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous. Alors, à émission exceptionnelle, cadre exceptionnel, nous sommes ici dans la ferme du Buisson et précisément dans la stabulation où se trouve un troupeau de blondes d'Aquitaine. Nicolas Tison, merci de nous accueillir chez vous. Présentez-nous votre ferme pour commencer. Oui, donc faire une brève présentation de notre exploitation. Donc nous sommes donc effectivement ici à Saint-Fulgent-des-Ormes, donc entre 2 régions naturelles qui sont le Perche et le Saunois, donc deux régions bien différentes. Donc nous sommes aujourd'hui donc 3 associés sur l'exploitation. Donc avec Arnaud, nous sommes installés en 1996, donc en reprenant les exploitations familiales. Et donc un 3e associé nous a rejoint, donc il y a un peu plus d'1 an, donc pour à la fois conforter l'exploitation et aussi sécuriser en termes de travail. Donc nous y produisons sur cette exploitation effectivement du lait, de la viande, donc avec le troupeau que vous voyez ici. Nous y cultivons aussi des céréales, un petit peu toutes les cultures que l'on peut trouver dans la région. Donc voilà. Il y a 300 hectares de terre autour, des terres d'ailleurs qui sont à mi-chemin entre la Basse-Normandie et les Pays de Loire. Vous en avez sur les 2 régions. Autour de ce plateau aménagé pour l'occasion, plusieurs invités, je vais les présenter. Jean-François de Caffarelli d'abord, vous êtes le président de la communauté de communes du Pays Bel-et-Moi, et c'est bien à ce titre que vous interviendrez dans cette émission. Bonjour. Jean-Claude Lenoir, le député maire UMP de Mortagne-au-Perche. Bonjour, monsieur Lenoir. François Dufour, le vice-président de la région chargée de l'agriculture. Vous êtes venu de la Manche, vous avez traversé toute la Basse-Normandie pour venir nous rejoindre dans le Perche. Bonjour. Daniel Génissel, président de la Chambre d'agriculture normande, cette fois. Bonjour. Bonjour. Manuela Béliard, présidente des jeunes agriculteurs du département de l'Orne. Bonjour. Bonjour à tous. Et j'ajoute que c'est une partie de la population, des élus et même des chefs d'entreprise qui font vivre ce département, qui nous ont accompagnés dans cette opération. On les entendra également durant cette émission. Alors, nous sommes ici dans une région très prisée par les touristes, il faut le savoir. À Saint-Fulgent-des-Ormes, il ne reste que 5 fermes en activité et 1/4 des habitations, écoutez bien, 1/4 des logements sont des résidences secondaires. Nicolas Tison, est-ce que vous avez le sentiment de faire partie des derniers rescapés de l'agriculture? Alors, le mot rescapé est quand même un grand mot. Bon, je pense qu'effectivement nous sommes moins nombreux qu'avant. Les conditions économiques ne sont pas non plus les mêmes. Je dirais on ne peut pas faire la nostalgie du passé, mais on ne peut pas non plus renier notre passé. Donc voilà. Donc non, nous sommes encore 5 exploitations, mais un nombre d'actifs dans ces exploitations qui est représentatif. Nous sommes ici dans une région donc proche de Paris, qui se trouve à 1h30 de route. Et la première commune de moyenne importance, si j'ose dire, c'est Mortagne-au-Perche, 4000 habitants, 30 km. Jean-François de Caffarelli, vous êtes président de la communauté de communes du Pays Bel-et-Moi. Comment on fait vivre dans des secteurs comme ceux-là, des secteurs isolés, des villages de moins de 200 habitants? Eh bien, certes, la commune du 19e siècle, la commune traditionnelle, n'est plus ce qu'elle était. Mais nous ne sommes pas hors du temps et à Saint-Fulgent, il y a 160 habitants. Sur ces 160 habitants, il y a 40 enfants de moins de 15 ans. Et donc, il y a des familles qui sont des Français du 21e siècle qui vivent ici, qui travaillent. On voit qu'il y a des entreprises performantes, innovantes, qui
qui font avancer les choses. Et donc, ce que nous essayons de faire en tant qu'élus locaux, c'est bien entendu d'adapter nos structures à cette vie et faire en sorte que nous soyons capables d'offrir à cette population, à ces entreprises, le cadre collectif, si je puis dire, qui leur permet de vivre tout à fait comme tous les Français du XXIe siècle. Jean-Jacques Lerosier, Ouest France. À propos d'élus locaux, il n'y a plus de curés dans les villages, il n'y a plus de médecins depuis longtemps, il n'y a plus d'écoles. Est-ce que c'est encore possible d'avoir des maires, de garder des maires solitaires ? Alors, très clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir à l'efficience de nos moyens collectifs. Ce avec quoi nous travaillons, c'est les impôts de nos concitoyens et, j'allais dire, nous avons le devoir de les utiliser de la meilleure façon. Et effectivement, la réflexion... Est-ce que ça marche, le collectif ? Parce qu'on sait bien que les gens sont toujours attachés à leur maire. Oui, mais j'allais dire, depuis 10 ans, nous travaillons en intercommunalité. Nous avons créé la communauté de communes du Pays Bel-et-Moi il y a 10 ans, donc, dans lequel nous avons mis à l'époque 60% de nos ressources fiscales. Donc nous avons déjà 10 ans d'expérience de travail en commun et j'ai la faiblesse de penser que ça se passe convenablement. La question que nous nous posons aujourd'hui et que j'ai soumise à mes collègues élus de la communauté de communes, c'est finalement, est-ce que ça ne vaut pas la peine, est-ce qu'il n'est pas utile d'aller plus loin, de créer une nouvelle et commune, d'utiliser des nouveaux moyens qui sont mis à disposition par la loi pour aller plus loin et d'avoir une structure plus forte, plus unifiée. On éviterait d'avoir 15 conseils, 15 budgets à gérer, etc. Et en essayant d'avoir une meilleure efficience de nos moyens. Alors, je ne prétends pas que parce qu'on est plus grand, on est forcément plus efficace. Je dis simplement qu'à l'échelle de 6000 habitants, on peut sans doute créer une structure plus évidente. Mais j'allais dire, la décision, on la prendra collectivement, bien entendu. Rassembler les communes pour essayer de mutualiser les moyens, ça n'est pas nouveau. On en revient à notre question du début. Quelle campagne voulons-nous ici à Saint-Fulgent, mais également dans cette région du Perche ? Dans l'Orne, il y a 55 communes de moins de 100 habitants. Faut-il rassembler toutes ces communes ? Jusqu'où il faut aller justement? Est-ce qu'on peut unir toutes les communes ensemble? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Vous avez le projet ici autour de Saint-Fulgent. Il y en a plein d'autres ailleurs, et notamment à l'échelon du département. Ça fait débat, ça fait presque polémique. Et je vais m'adresser à Christophe de Balleur. Vous êtes vice-président du Conseil général. Est-ce qu'on peut marier, si j'ose dire, les villes entre elles, Alençon avec une commune rurale, pour prendre un exemple concret? Écoutez, dans un département comme celui de l'Orne, je crois qu'il ne faut pas opposer la ville et la campagne. Et c'est d'ailleurs un fait établi dans notre département que les complémentarités entre le milieu rural et les villes existent depuis longtemps. Ça a été le cas avec la création, avant beaucoup de communautés de communes. Mais les demandes des gens d'Alençon, par exemple, ou de villes qui ont plutôt des services à leur disposition, des écoles, des commerces, des crèches, ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont ici dans des petites bourgades de 50 ou une centaine d'habitants. On n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes demandes. Il y a des transports scolaires à Alençon. Il n'y en a pas là, forcément. Oui, tout à fait. Mais je crois que les élus réfléchissent de longue date à l'organisation de leur territoire. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans le cadre de la loi, la modification de la loi sur les territoires, eh bien, ils sont appelés à réfléchir aux compétences qui sont les leurs et à trouver des projets de territoire qui feront que demain, effectivement, la population pourra et peut vivre et se développer dans des bonnes conditions. On n'est pas d'accord, hein, ça fait polémique. Hein. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'articles dans les journaux ces derniers temps. Hein. Oui, bien entendu, mais je crois qu'à partir du moment où les élus se concertent, se consultent, travaillent à leur propre projet de territoire, eh bien, les choses peuvent s'organiser. Alors, comment vivre dans les campagnes? Je reviens à cette question. Quel type de population également? Nous sommes ici dans le Perche, région très prisée des touristes, et notamment, on peut le dire, des Parisiens qui viennent passer leur week-end et qui achètent ces résidences secondaires, un quart d'habitations secondaires, rien que dans ce village de 164 habitants, Saint-Fulgent-des-Ormes. Jean-Claude Lenoir, vous êtes le député maire de Mortagne-au-Perche. Il y a des gens qui viennent chercher la nature, le calme, la sérénité. Est-ce que l'on peut faire cohabiter une agriculture parfois montrée du doigt par les défenseurs de l'environnement et ce besoin de développer une activité touristique de plein air, je dirais? Est-ce que c'est compatible? Alors d'abord, une première remarque, une évidence, le Perche est un territoire agricole. L'agriculture est une composante importante de l'économie locale et on ne peut pas l'ignorer. Alors certes, le Perche a beaucoup bougé.
a beaucoup évolué, depuis longtemps d'ailleurs, pas seulement depuis quelques années. Il se trouve que nous avons toujours été un territoire d'accueil, un territoire de rencontre. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une nouvelle population qui vient s'installer, notamment des Franciliens, des Parisiens, comme on le dit avec beaucoup d'amitié. Tout ça a évidemment changé la sociologie locale. Et la question qui se pose est de savoir comment faire cohabiter des personnes qui ont choisi d'être sur un territoire avec des motivations qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors d'abord, il y a eu beaucoup de progrès. Moi, je trouve qu'il y a, entre les populations qui viennent de la ville, celles qui sont déjà ici, beaucoup de terrains d'entente. Les gens se rencontrent, se parlent, s'estiment. Aujourd'hui, je crois que le corps de la population a tendance à se renforcer, à être beaucoup plus cohérent qu'il l'était autrefois. Il y avait des oppositions, elles existent encore par rapport à des techniques agricoles, par rapport à des choix qui sont faits, le voisin qui s'installe, qui prend de la terre, et puis il veut une haie, l'autre qui n'en veut pas, et puis il y a les odeurs, etc. Et comment vous réglez ça, vous, en tant qu'élu? Alors moi, je crois que les élus ont un rôle déterminant. Nous sommes là aussi pour créer le lien social, pour faire que les gens se comprennent mieux, et que par exemple des personnes qui viennent de l'extérieur admettent que les techniques s'impose et qu'on ne peut pas... Justement, à propos de technique, Monsieur Lenoir, vous venez d'inaugurer une autoroute entre Caen et Alençon, Le Mans, une autoroute qui reste assez chère d'ailleurs, mais il s'agit d'une autre autoroute maintenant qu'il faudrait lancer, c'est les autoroutes de l'information. Je constatais tout à l'heure que je n'avais pas de barrette sur le réseau SFR, j'ai le sentiment qu'on est encore loin. Quelles sont vos ambitions dans ce domaine ? Alors c'est vraiment une priorité du département. Il faut saluer l'action que mène le Conseil général dans ce domaine, de façon à couvrir l'ensemble du territoire, à la fois pour ce qui concerne le portable, c'est-à-dire les communications téléphoniques, mais surtout pour l'accès au débit. Et là-dessus, il y a dont M. Tison a aussi énormément besoin. Oui, l'agriculture vit évidemment avec ces techniques. Aujourd'hui, la gestion du monde agricole se fait évidemment avec Internet. Et souvent, est-ce que vous avez le sentiment d'être à la hauteur aujourd'hui? Le choix qui est fait par des personnes qui viennent d'ici dépend aussi des techniques qui sont mises à leur disposition. Avoir ou pas le portable, avoir ou non Internet, conduit les gens qui veulent acheter quelque chose ici à retenir un site plutôt qu'un autre. On entend beaucoup de gens qui disent moi j'ai mon bureau à Paris pour les rendez-vous en début de semaine et je reviens travailler dans le Perche. Ça s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actifs dans le monde rural qui dépendent largement de la ville, et notamment de la région parisienne, des petites entreprises ou des gens qui ont une profession libérale et qui ont choisi effectivement de partager leur temps entre Paris et puis un territoire d'exception. Alors, je rappelle que nous sommes ici pour cette émission spéciale de La Voie est libre à Saint-Fulgent-des-Ormes, dans la ferme du Buisson, notamment tenue par Nicolas Tison, qui est avec nous sur ce plateau. Avec nous également, Daniel Génissel. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture pour la Normandie. Vous couvrez donc les 5 départements. Encore une fois, comment les campagnes vont-elles se transformer demain? De moins en moins de fermes, de plus en plus grandes, et je dirais quelques touristes dans le paysage. C'est une carte postale que vous imaginez, ça? Est-ce que je peux la traduire comme ça? Je ne pense pas, pour moi, que le monde rural doit être vu comme une carte postale. Le monde rural et le monde agricole doit être vu comme une activité économique qui permette, en ce qui concerne les agriculteurs, de pouvoir vivre de leur métier et de pouvoir trouver sur l'ensemble des solutions qui sont possibles, celle qui leur convient. Donc il y aura une diversité de styles d'exploitation. C'est déjà une mutation qui se fait. Il y a des mouvements qui sont parfois, j'aurais tendance à dire, paradoxaux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des exploitations qui, parce qu'elles sont sur un marché, j'aurais tendance à dire conventionnel, général, que certains appellent de masse, doivent évidemment avoir des tailles suffisantes pour pouvoir en vivre. Et puis, il peut y avoir évidemment, y compris sur ces mêmes exploitations, voire sur d'autres, des adaptations à des marchés de proximité, à des besoins particuliers, à des différenciations de ce qu'ils font, pour justement, s'ils veulent faire du direct ou faire de l'appréciation de clientèle. Les fermes qui continueront à exister demain, elles auront quelle taille, elles auront quelle forme? Qui sera à la tête de ces fermes-là? Quel profil d'agriculteur? Alors, il y a sans doute des souhaits, puis après, il y a probablement des réalités. Le souhait, c'est que ce soit toujours des fermes qui soient gérées donc par des exploitants qui soient véritablement... Alors, nous appelions ça traditionnellement des exploitations familiales, c'est-à-dire que c'était la famille qui gérait l'exploitation. Pour être juste, un jeune qui s'installe le fait de moins en moins en famille, c'est-à-dire que entre le mari ou la femme, enfin l'un ou l'autre,
c'est souvent un agriculteur et son conjoint qui fait autre chose. Ceci étant, ça reste des exploitations qui sont à responsabilité personnelle, qui sont de plus en plus associatives, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas quelqu'un tout seul, mais c'est quelqu'un qui est avec un associé et qui permet de gérer son exploitation. Alors, quel type de ferme, quel type d'exploitation dans ces paysages du Perche ou ces secteurs plutôt isolés, hein, je le disais, les premières villes sont à au moins 30 km de route. La protection de l'environnement est une des priorités. Réduire les pesticides également en est une autre, hein, pour les exploitants. C'est même une charte, ça fait partie des contraintes. François Dufour, vous êtes vice-président de la région, chargé de l'agriculture. Vous êtes aussi agriculteur dans la Manche. Et on va le préciser, ancien porte-parole de la Confédération paysanne et membre d'Europe Écologie. Il y a un vrai choix politique à faire. Vous n'êtes pas forcément d'accord les uns les autres, avec peut-être Daniel Génissel. À quoi va ressembler, pour vous, la ferme demain? Ça sera une ferme bio? Peut-être pas bio dans l'immédiat, dans la totalité, mais il est clair que nous avons une richesse dans les mains, tous, c'est que la terre ne se délocalise pas. Ça, c'est une réalité. Et donc, on peut penser et croire fortement que nous pouvons avoir des ambitions à développer cette région comme les autres pour que l'agriculture continue à créer de l'emploi et à développer de la valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture est mise à mal par les marchés mondiaux. Ici comme ailleurs, toutes les productions d'élevage sont en turbulence. Et ce qui risque de nous arriver, c'est de voir au fur et à mesure des agriculteurs, finalement, lorsqu'ils partent en retraite, que les fermes ne soient pas reprises. Et on n'a pas intérêt à cela. Après le départ de l'exploitant, il n'y a plus personne sur le secteur, c'est le risque? Ce que nous risquons, c'est de continuer à perdre 4 ou 5% d'agriculteurs tous les ans. Notre région, comme les autres, est touchée par cela. Donc ce que nous devons tout mettre en œuvre, et la région essaie de faire en sorte, c'est de relocaliser l'économie agricole, de faire en sorte que l'on puisse soutenir des projets d'installation où on va à la fois recréer de l'emploi, recréer de la valeur ajoutée et faire en sorte que dans un mariage, je dirais, de personnes qui vont venir vivre dans ce pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, faire en sorte que l'on puisse cohabiter dans le meilleur des cas. Mais je voudrais aussi dire, à condition que l'État ne supprime pas les services publics dont nous avons besoin. Oui. Alors, François Dufour, c'est une question aussi à M. Génissel. Une des forces de frappe de l'agriculture normande, c'est la qualité. C'est une région qui a 12 AOC, appellations d'origine contrôlée. Est-ce que vous avez le sentiment que tout a été fait en ce domaine? Est-ce que vous avez le sentiment, au contraire, qu'il reste encore une étape à franchir? C'est peut-être plutôt à M. Génissel que je poserai la question, à vous, mais peut-être. Oui, moi je suis un fervent défenseur des politiques de qualité, donc je pense que nous avons intérêt à consolider toutes nos politiques de qualité. Et les 12 AOC que vous venez de citer sont aujourd'hui et risquent d'être aussi fragilisés dans le contexte économique actuel. Donc nous avons intérêt, et c'est la volonté de cette région, de faire en sorte qu'au fur et à mesure que les agriculteurs arrivent en retraite, que la question foncière et la question de la modernisation de ces exploitations pour faire en sorte que demain, il y ait aussi dans tous ces secteurs où il y a ces AOC, ces appellations d'origine contrôlée et l'agriculture biologique, eh bien que des nouveaux paysans prennent le relais. Et en ce moment, l'arrivée de gens venant de l'extérieur du milieu familial, parce que moins il y a d'agriculteurs, moins il y a de jeunes, eh bien que nous puissions les accueillir et vraiment être terre d'accueil. Alors, je vais m'adresser à celui qui, lui, nous accueille aujourd'hui pour cette émission. C'est Nicolas Tison. On est ici chez vous, hein, dans cette ferme du Buisson à Saint-Fulgent-des-Ormes, dans l'Orne. On parle de choix d'agriculture, de choix d'activité. Est-ce que vous, en 2009, quand vous avez accueilli un troisième associé, vous avez eu vraiment le choix ou c'était une obligation? Oui, je pense qu'effectivement, non, on avait le choix. Je pense qu'au travers de l'arrivée du troisième associé, c'était d'abord un projet humain. Un projet humain et aussi un projet de territoire. Aujourd'hui, les agriculteurs, dans leur exploitation, veulent aussi vivre dans leur entourage. Donc, effectivement, on n'est pas prêt. On veut aussi des loisirs, on veut s'organiser de manière à pouvoir avoir du temps. Oui, vous voulez avoir des services. Quand on parlait tout à l'heure de crèches, de services à la personne, il ne faut pas que ça soit réservé qu'à une seule partie de la population qui serait dans des villes de 2, 3, 5 000 habitants. Mais cela dit, installer une crèche dans un village de 160 habitants, c'est pas facile. Non, ça c'est une réalité. Oui. Et c'est pour ça que l'idée de fusionner les communes...
Voilà, et ça existe à la hauteur de la communauté de communes. Je vais m'adresser à Manuela Belliard. Vous êtes présidente des jeunes agriculteurs de l'Orne. On dit que les terres agricoles, peu à peu, se font grignoter par les villes. C'est un département qui disparaît tous les 10 ans. Comment éviter que les campagnes se dépeuplent ? Encore une fois, nous sommes ici dans des contrées un petit peu lointaines par rapport au centre urbain. Est-ce qu'il est facile de s'installer, plus facilement du moins, dans des zones comme celle-là ? Tout dossier d'installation demande un peu de réflexion et parfois un peu de difficulté, je veux dire, mais cette difficulté fait que ce sont des projets qui réussissent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend le temps de s'installer, on réussira. 9 installations sur 10 dans le dispositif aidé sont encore des agriculteurs au bout de 10 ans. Ce que je veux dire, est-ce que c'est moins contraignant et on monte plus facilement son dossier ici parce qu'il y a moins de concurrence, il y a moins de routes à construire, il y a moins de centres commerciaux, l'urbanisation est moins galopante. Est-ce que c'est plus facile ici où on est, c'est vrai, loin des grandes villes que si on devait avoir un projet autour de Caen, autour d'Alençon par exemple ? Chaque territoire a ses difficultés. La périurbaine, comme vous dites, l'installation périurbaine a des difficultés. L'installation dans le Perche avec son bâti, pour des jeunes à l'installation, a ses difficultés aussi, parce que souvent il y a l'outil et le bâti et la pierre, on sait que du fait des résidences secondaires, est un peu élevé. Donc chaque territoire en fait a ses difficultés. Après, c'est à nous, jeunes agriculteurs, avec les collectivités, les territoires et les pays, de trouver des solutions pour pouvoir toujours installer des jeunes. Et dans le public, moi j'ai des jeunes agriculteurs qui sont là, qui font vivre le monde rural et qui sont très très heureux d'être ici dans le Perche, même si vous dites que... Et ils sont très ouverts, très engagés professionnellement. Alors, donc, vous êtes installé effectivement dans le secteur. Qu'est-ce que vous réclamez en plus alors pour vivre comme les autres, je dirais, qu'il n'y ait pas de différence entre les gens de la ville et les gens de la campagne? On n'a pas de différence. On a tous maintenant notre voiture, donc on emmène notre enfant à la crèche. Ah non, il n'y a pas de différence. Franchement, moi, on a des loisirs, on a tout ce qu'il faut à la campagne. Les loisirs, ils se trouvent à combien de kilomètres ? Alors moi, je suis pas au niveau du Perche, mais j'y sont à 15 km. Les loisirs de grande consommation, on va dire. D'accord. François Dufort. Je voudrais insister sur ce point, sur l'intérêt d'avoir, je dirais, une ambiance au sein de la zone de vie. C'est la question des services publics. Et aujourd'hui, le maintien des écoles, le développement des crèches, le maintien du service de transport et autres, c'est vraiment fondamental de ne pas sacrifier ces territoires sous prétexte qu'ils sont éloignés des grandes banlieues ou des grandes villes. Et là, par exemple, la suppression des collèges dans certaines zones rurales, c'est vraiment quelque chose qui serait préjudiciable. Parce qu'effectivement, ça ne peut pas être uniquement des cités dortoirs. Alors que veulent faire les politiques de nos campagnes? Tiens, on va poser justement, en extension à ce que disait François Dufour, la question à Jean-Claude Lenoir. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, je ne connais pas bien la situation dans la Manche. Moi, je peux en répondre pour ce qui est de l'Orne. Alors vraiment, pour ce qui concerne les services publics, il y a une forte mobilisation de l'ensemble des collectivités locales pour que ces services publics soient apportés. Car qu'attend cette population? Aussi bien la population qui travaille de l'agriculture, la population qui est dans les entreprises industrielles, la population qui vient de l'extérieur. Elle attend d'abord des structures d'accueil. Au plan scolaire, nous avons fait un travail extraordinaire qui permet aujourd'hui d'avoir des pôles scolaires très attractifs et où là, vraiment, l'enseignement n'a rien à envier à ce qui est apporté dans les villes. Nous avons également au plan de la santé, qui est un point essentiel. C'est un des handicap fort de l'Orne, Oui, mais justement, nous avons pris le problème à bras-le-corps pour créer les conditions qui permettent à des médecins de s'installer et surtout de travailler dans les conditions qui sont aujourd'hui demandées. Nous l'avons également pour ce qui concerne l'accueil de la petite enfance. Vous savez, ça me fait toujours sourire d'entendre des personnes s'inquiéter de savoir ce que les jeunes enfants peuvent faire, comment les parents peuvent s'organiser. Il y a vraiment des structures d'accueil très proches qui leur sont proposées et de très grande qualité. Au plan des loisirs également, pour ce qui est de la culture, moi, ça a été l'une de mes ambitions en tant qu'élu. C'était de supprimer la fracture qui existait de fait entre ce qui était proposé dans les villes et ce qui était proposé dans les campagnes. Aujourd'hui, nous avons une politique culturelle de très grande qualité. Alors, au total, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que nous apportons à la fois des équipements et des services qui ne nous éloignent pas trop de la ville. Est-ce qu'il y a cette même collaboration avec les acteurs et décideurs du monde agricole? Est-ce que vous avez les mêmes préoccupations? Est-ce que vous travaillez je veux dire, il y a une recette dans un ici. sens Alors, écoutez, commun? dans le Perche, tout le monde travaille ensemble. Ouais. Tout le monde travaille ensemble et je me réjouis de voir la collaboration avec l'ensemble des acteurs du monde économique.
Bien sûr, il y a une collaboration. Moi, je voudrais revenir sur quelques points. Le premier, c'est en ce qui concerne la problématique de la campagne, de dire en campagne, on est loin de tout. Alors, effectivement, en kilomètres, on est souvent plus loin que en manière de ville. Mais quand vous comptez en temps passé, je ne suis pas sûr que nos collègues qui sont en région parisienne mettent beaucoup moins de temps pour se rendre à telle ou telle activité lorsqu'ils en ont besoin. Non, la différence qu'il peut y avoir, c'est que les gens qui sont en région parisienne, ils ont la grande surface qui est au pied de leur porte. Pas toujours au pied, il faut aussi passer un petit peu de temps sur la route. Ensuite, on a parlé tout à l'heure donc du type d'exploitation de demain et du type d'activité. Faut-il être sur des productions dites de qualité, des appellations d'origine qui sont connues et qu'il faut que nos consommateurs apprécient encore plus parce que ce soit sur des camemberts, que ce soit sur du cidre, je connais des entreprises qui sont parfois un peu à la peine et qui pourraient en vendre beaucoup plus que ce que les consommateurs sont capables d'en acheter. Mais il faut surtout, à mon point de vue, si on veut en région Normandie, que ce soit dans le Perche ou ailleurs, maintenir le plus d'exploitation, qu'il y ait une politique qui favorise l'élevage. Plus vous aurez d'élevage, plus vous aurez d'agriculteurs, plus vous aurez d'actifs, plus vous aurez d'emplois, moins vous en aurez, moins il y aura... Et la contrainte du respect de l'environnement, vous la prenez en compte ? C'est une priorité pour vos adhérents ? Les agriculteurs évoluent beaucoup, font beaucoup d'efforts en matière environnementaux. Quand on est dans des bâtiments comme ça, il n'y a aucun rejet dans la nature de quoi que ce soit en matière d'effluents. Et en matière de phyto, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Merci Daniel Génissel. On va refermer cette première partie de cette émission spéciale de La Vallée Libre depuis la ferme du Buisson dans le petit village du Perche de Saint-Fulgent-les-Ormes. On se retrouve juste après le journal de la mi-journée dans un peu plus de 5 minutes. À tout de suite.